Je m'appelle Yves Morier, je suis un IENAC 1975, donc pas tout à fait récent, comme vous pouvez le voir. Et après l'ENAC, j'ai été au district aéronautique de Basse-Normandie. C'était des échelons locaux de la DGAC, je ne pense pas que ça existe encore maintenant. Ensuite, je suis passé au SFACT à Paris, service central, pour m'occuper des codes de navigabilité et des études guides réglementaires. Et puis en 91, je suis parti aux Pays-Bas dans une organisation qui s'appelle les Joint Aviation Authorities, qui était une forme de coopération entre un certain nombre de pays d'Europe. J'ai quitté en 2004 lorsque l'EASA s'est créé et j'ai fini ma carrière à l'EASA en 2019. Donc j'ai beaucoup travaillé dans l'international, si je puis dire, dans la réglementation et navigabilité, puis les drones, aviation électrique, sur la fin. Et sinon, ben, j'habite toujours en Allemagne, toujours à Cologne, là où j'ai pris ma retraite. Donc, je vais vous parler de l'aviation électrique. Je souhaiterais qu'on essaie de garder les questions pour la fin, si c'est d'accord. Euh, bon, je voudrais faire un petit peu d'histoire. Je crois que j'en ai fait un petit peu beaucoup d'ailleurs. Euh, Parler de ben, pourquoi l'aviation électrique, pourquoi cette aviation électrique se met en place. Un petit peu parler, sans trop rentrer dans la technique, sur les différents types de propulsion électrique, les différentes applications, telles les drones, tels les appareils à atterrissage et décollage vertical, rapidement sur les aspects réglementaires, un petit peu sur les défis techniques, et puis dire quelques mots sur le futur. Donc voilà ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, en fait, l'aviation électrique, paradoxalement, c'est pas quelque chose de neuf. En fait, le premier vol d'un aéronef, une machine volante, a eu lieu en 1883. C'était un dirigeable à moteur électrique qui avait été conçu par les frères Tissandier, qui étaient deux aéronautes fameux à l'époque. Ce moteur électrique développait un cheval et demi et l'installation électrique, y compris les batteries, faisait 240 kilos. Donc, ça commençait déjà à avoir un des problèmes qui continue d'ailleurs à affecter l'aviation électrique. Ce dirigeable a fait deux vols et a été suivi par un dirigeable conçu alors par deux ingénieurs militaires, les capitaines Renard et Krebs à l'époque, et donc ont un dirigeable de plus grande taille, plus puissant, 8 chevaux, qui a volé aussi, qui a fait quelques vols. Le but était de démontrer qu'on pouvait quand même se diriger dans l'air. Et à l'époque, il y avait guère de moyens de propulsion que soit l'électricité, soit la vapeur. En 1886, Jules Verne a imaginé l'Albatros, euh, qui était un aéronef à propulsion électrique, dans son livre Robur le Conquérant. Ce n'était pas un dirigeable, c'était un avion, un plus lourd que l'air, mais donc il avait imaginé cette machine qui est en photo avec les hélices au bout d'un mât et deux hélices, une de propulsion et une de traction. En 1905, un ingénieur travaillant à Monaco, M. Léger, avait développé un hélicoptère, un rotor contrarotatif, et qui avait un moteur électrique. Il était captif et il aurait soulevé 100 kilos, mais a été perdu par la suite et il n'y a pas eu de suite. Enfin, en 1917, trois Austro-Hongrois, Petroxy, Karman et Zorovec, ont fait voler un hélicoptère à moteur électrique, cette fois-là avec une piste plus élevée, 190 chevaux, mais il n'a pas eu de suite. Leur second hélicoptère était un moteur à piston. Alors les photos, euh, en haut à gauche, c'est les frères Tissandier, leur nacelle. Comment dirais-je, en haut à droite, c'est l'installation électrique avec le commutateur en haut, le moteur électrique en bas du dirigeable à la France. Et si on continue donc, en bas à droite, c'est l'Albatros de Jules Verne. C'est une maquette qui est installée au musée de l'hélicoptère à Bückeburg, près de Brême en Allemagne. Et puis enfin, la dernière photo, c'est l'hélicoptère de Léger. Alors,
En gros, ben, l'électricité a été là au début, mais ça s'est arrêté très vite parce que, compte tenu de son rapport puissance-masse, plutôt défavorable, et l'arrivée des moteurs à piston, les premiers moteurs fonctionnels à piston, c'était 1876, l'ingénieur Nikolaus Otto, dont l'usine était à Cologne, et qui a pris comment dirais-je, la suite pour toutes les applications aéronautiques, et cependant longtemps, ce qui explique un peu le titre de mon suivant, qui est en gros de 1920 à l'an 2000, on pourrait dire la période maigre, c'est-à-dire que bah, la propulsion en aviation, c'était soit le moteur à piston, puis les réacteurs, les turboprops. Quand même, il y a eu des gens qui ont un petit peu maintenu le flambeau. Il y a eu des modèles réduits aux États-Unis, puis en Autriche. De manière intéressante, d'ailleurs, la personne qui avait conçu des modèles réduits en Autriche a également conçu un motoplaneur autrichien modifié pour avoir un moteur électrique. On a vu apparaître aussi les premières machines à propulsion solaire, un biplan aux États-Unis dans les années 80, puis le McCready Solar Challenger, monoplan, qui lui a tenu vers 5 heures et il a volé, en fait, je me souviens bien, de la région parisienne vers une base en Grande-Bretagne. Donc c'était quand même un vol assez impressionnant. Et puis ce qu'on a vu arriver vers les années 80-90, c'était les avions sans pilote, disons, sous la direction de la NASA, produits par AeroVironment, les Pathfinder et Helios, qui eux étaient à propulsion solaire et qui ont détenu des records d'altitude pour machines de leur classe avec des altitudes de l'ordre de 20 000 mètres. La photo qui est là, c'est le Pathfinder d'AeroVironment. L'une de ces machines, d'ailleurs, s'est cassée lors de turbulences. Ce sont quand même des machines avec une très très grande envergure et donc assez fragiles. Et à partir de l'an 2000, ben, c'est reparti en s'accélérant. Les premiers exemples, ça a été des motoplaneurs conçus par la société Lange en Allemagne, et qui avaient un moteur de sustentation. Donc c'était un planeur avec un moteur rétractable que l'on sortait pour maintenir l'altitude si nécessaire. Et cette machine a été certifiée par le ASA en 2006. Elle avait été certifiée par l'autorité allemande auparavant. En 2010, on a vu apparaître le Zephyr de Kinetic, qui était un drone de haute altitude, une machine avec une grande envergure, plutôt légère, ça fait moins de 100 kg, mais qui, comment dirais-je, peuvent voler longtemps grâce à des cellules solaires en altitude. Puis vers 2010-2012, on a vu apparaître les drones légers, donc, par la suite, donc l'explosion de l'activité drone. L'exemple le plus connu, c'est DJI, société chinoise qui produit 90% des drones utilisés, mais aussi en France, par exemple, il y avait Parrot. En 2011, on a vu le premier vol d'un appareil qui était un rotor basculant, donc un tilt-rotor en anglais, propulsé par électricité, qui était fabriqué par Leonardo. Il n'a pas vraiment eu de suite. Ensuite, il y a eu un premier vol libre d'un hélicoptère monoplace. C'était un Français, monsieur Chrétien. Et puis en 2014, le premier vol de l'Airbus IFAN. Alors l'Airbus IFAN a réalisé par exemple une traversée de la Manche, mais le projet n'a malheureusement pas été suivi par Airbus, mais a quand même connu une suite parce que la personne qui avait créé Airbus, M. Jean Botti, a ensuite créé la société Voltaero, qui elle est en train de développer maintenant des avions de 6 à 9 places équipés de moteurs électriques hybrides. Dans les années 2015-2016, on a vu apparaître les premiers, alors eVTOL, l'acronyme anglais, donc c'est des machines à atterrissage et décollage vertical, ou plutôt à décollage et atterrissage vertical d'ailleurs, équipés de propulsion électrique. Alors les premiers qu'on a vus, c'était l'Ilium et Volocopter. Moi, je me rappelle encore, je travaillais à l'agence à ce moment-là, de voir arriver les gens de l'Ilium et de Volocopter qui nous expliquaient leur projet, qui nous demandaient comment certifier. En particulier, on avait aussi reçu les investisseurs qui voulaient un peu savoir comment tout ça marchait.
En 2016, un hélicoptère Robinson 44 expérimental a été modifié pour accueillir un moteur électrique. Puis il y a eu le tour du monde de Solar Impulse, donc cellule solaire, qui a pris du temps puisqu'ils ils ont été abîmés lors d'une tempête et ils ont fait, disons, ce tour du monde un petit peu en deux coups. Puis Zéro Avion en 2017 qui a fait de la propulsion par hydrogène, il a installé ça dans un Piper Malibu, et c'est donc avec une pile à combustible, ou fuel cell en anglais. 2018, c'est un avion d'entraînement produit par la société Bay Aerospace, ça s'appelle le Flyer 2, qui a volé avec l'intention d'être certifié. Je ne crois pas qu'il le soit encore. Et puis alors, on a vu apparaître des modifications d'avions existants, comme le De Havilland DHC-2, qui est un avion de brousse, qui a été produit au Canada dans les années 50, qui vole toujours au Canada et aux États-Unis, dans le nord canadien et l'Alaska, et qui, on a pensé pouvoir l'équiper d'un moteur électrique au lieu du moteur à piston d'origine, qui est quand même un moteur qui est complexe et de l'entretien compliqué. Ils ont également fait la même chose sur le Cessna Caravan. Donc, il paraît une assez bonne idée de convertir des avions existants en avions électriques. Puis enfin, en 2020, la certification par le ASA du Velis Electro, produit par Pipistrel, qui maintenant fait partie du conglomérat Textron américain. C'était l'un des premiers vrais avions, en quelque sorte, ou avions certifiés, euh, équipés d'un moteur électrique. Les planeurs, les motoplaneurs en moteur électrique sont également certifiés, mais c'était peut-être pas tout à fait tout à fait la même chose, puisqu'il s'agissait de moteurs de sustentation. Donc voilà un petit peu pour l'histoire, hein. J'ai considéré qu'à partir de 2020, on n'était plus tout à fait dans l'histoire, mais dans l'actualité. Alors, quelques photos, hein, le Lange Antares, vous l'avez donc à droite. Euh, Si on continue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on a l'IFAN, qui est maintenant, qui est maintenant au musée Aéroscopia de Toulouse. Ensuite, il y a un drone qui a commencé à voler là aussi dans les années 2018, euh, qui est le drone de Wing, société américaine qui fait de la livraison par drone. Puis le fameux Velis Electro, donc, et enfin le Volocity de Volocopter, qui lui aussi a volé avant 2020 et qui en fait l'origine remontait à une machine. L'idée de cette propulsion en installant des rotors sur une sorte de cercle avait été développée en 2011. Donc voilà pour l'histoire, hein, plus de 100 ans d'histoire, une grande période de vache maigre, si je puis dire, et puis ensuite un renouveau à partir de l'an 2000. Alors pourquoi l'aviation électrique s'est-elle développée? Je pense que des grandes raisons, c'est le changement climatique. L'exploitation, donc le vol d'un aéronef électrique ne produit pas de CO2, mais bon, il faut quand même être prudent, ne pas faire de greenwashing, comme on dit. Pour être exhaustif, il faudrait regarder en fait tout le cycle à partir de la production jusqu'à comment dirais-je, le démantèlement. Alors, ce genre de méthode est en cours de développement et en particulier, le ASA a développé une méthodologie qui s'appelle Product Environmental Footprint, empreinte environnementale du produit, donc qui est une mesure générale, une méthode générale, dont le premier exemple d'application a été fait sur les drones. Enfin, le gros avantage quand même de l'aéronef électrique, c'est qu'il ne produit pas de CO2 pendant le vol. Deuxième avantage, pourrait-on dire, c'est le bruit. Ils sont moins bruyants que les avions classiques. Ça a été démontré de manière relativement nette, en particulier par la société Joby aux États-Unis. Démocrate actuel, c'est la fin du Parti démocrate tel que vous l'avez connu. Est-ce que ça va prendre 4 ans? Mais comment dirais-je, le- comment dirais-je, la puissance n'est pas le bruit, n'est pas seulement le paramètre important. L'intensité n'est pas le seul facteur, il y en a d'autres. Et pour ce faire, le ASA a développé des spécifications pour les eVTOL et un standard de mesure de bruit pour
pour les drones. Mais d'une manière générale, ce sera moins bruyant, par exemple, qu'un hélicoptère, les hélicoptères qui le remplaceront dans les villes. Autre avantage, c'est la propulsion électrique distribuée, distributed electrical propulsion. Ça permet d'optimiser les configurations, par exemple d'installer toute une série de petits moteurs sur une voilure et de la souffler, en quelque sorte. Et puis, d'une façon générale, un moteur électrique, même s'il est plus lourd, si l'installation électrique est plus lourde en quelque sorte pour un moteur à piston et son carburant ou un moteur à réaction et son carburant, le rendement est quand même meilleur. J'ai quelques chiffres à vous donner. Alors, les types de propulsion électrique, bon là c'est deux dessins que j'ai pris à, comment dirais-je, à une étude qui a été faite par le DLR, qui est l'équivalent en Allemagne de l'ONERA. Donc on a la propulsion électrique, c'est-à-dire des moteurs électriques et des batteries. Le gros avantage, c'est de la production, pas de production de CO2 en vol, mais le rayon d'action est limité, les batteries sont relativement lourdes. Aujourd'hui, on arrive à faire en gros une densité d'énergie de 250 Wh par kilo. Donc, le système est lourd. Et d'ailleurs, à ce titre, le ASA est en train de considérer, pour les normes de certification technique, de donner un crédit de 10% pour la propulsion hybride ou un crédit de 30% en masse pour de la propulsion par batterie. Ce qui donne donc un peu l'idée de l'effet d'une batterie en termes de masse pour une capacité donnée ou un rayon d'action donné. Propulsion électrique hybride, donc c'est des moteurs électriques complétés par une turbine ou un moteur à piston, moteur diesel par exemple, et puis des batteries. Bon, l'avantage, c'est que ça augmente le rayon d'action. Bien évidemment, comme on introduit une turbine ou un moteur à piston, on produit du CO2 en vol. On peut réduire un peu, pas réduire, mais on peut rendre le vol plus acceptable si la turbine ou le moteur à piston, par exemple, accepterait des carburants type SAF, Sustainable Alternative Fuel. Alors, autre mode de propulsion, c'est la propulsion solaire, principalement utilisée sur des drones à haute altitude. On a un exemple de drone plutôt à moyenne altitude qui a été utilisé. Grand avantage, ben, c'est le rayon d'action ou l'endurance, parce que ça, l'idée, c'est plutôt de tenir l'air le plus longtemps possible. Et très grand, on pourrait imaginer des semaines. Par exemple, Thales avait développé le Stratobus, qui apparemment devrait reprendre. Le Stratobus, qui était un ballon, un dirigeable, pardon, prévu pour voler au-dessus de 20 000 mètres d'altitude, euh, pouvait tenir l'air pendant plusieurs semaines grâce à une propulsion par propulsion solaire. Alors, il y a quelques autres idées, peut-être moins développées au jour d'aujourd'hui, l'utilisation d'une pile nucléaire, c'est-à-dire d'utiliser un isotope radioactif dont la désintégration produit directement de l'électricité. Il y a aussi de la propulsion ionique et une propulsion fluidique qui peut être également utilisée avec des moteurs électriques, avec des batteries, pardon. Mais bon, ces trois types de propulsion sont très peu développés pour l'instant. Je dirais que c'est plutôt des technologies de laboratoire pour l'instant, mais qui s'appliquent, qui font voler, par exemple, des tout petits drones pour la électrique, la propulsion ionique, mais peut-être qu'ils connaîtront un développement. Mais pour l'instant, les trois grands modes, c'est électrique pure, électrique hybride et la propulsion solaire. Alors, on parlait tout à l'heure un peu des rendements. Moteur à kérosène, c'est 39%. Comment dirais-je, 33%, 73% pour les batteries et l'hydrogène, 44%. Donc on voit l'avantage d'un système de batterie, le rendement est meilleur. Alors, quelles sont les différentes applications? Alors, la première, peut-être, elle n'est pas évidente parce qu'elle est plutôt à l'intérieur de la machine, c'est le remplacement de systèmes hydrauliques ou pneumatiques par des systèmes électriques. Ça apporte une meilleure fiabilité, l'installation est plus flexible et aussi on a une moindre masse. Alors, on voit là l'évolution, par exemple, au cours du temps. C'est quelque chose que j'ai pris à une étude faite par Roland Berger, qui est un consultant une société de consultants installée en Allemagne. Bon, sur 737, il y avait très peu d'électricité. À 380, on voit les commandes de vol, puis l'activation des réverseurs. 787, le contrôle environnemental, les freins et la protection givrage. Sur la 350, pour les contrôles système, les freins
et l'actionnement des thrust reversers. C'est vrai pour les avions civils, c'était également vrai pour les avions militaires. Alors, il y avait un exemple intéressant qui n'a pas été suivi, qui était l'idée qu'avait développé Safran de mettre des moteurs sur les roues d'un A320 et de faire le roulage en utilisant ces moteurs électriques. Ça pesait quand même 400 kilos, ce qui est pas négligeable, mais Airbus n'a pas donné suite un petit peu à la déception de Safran. Par contre, ce qui existe, ce sont des tracteurs, des tracteurs véhicules au sol, qui eux sont équipés de moteurs électriques. Mais là, l'idée était, on installe ça sur l'avion lui-même, ce qui permettrait de le rendre un petit peu autonome sur des terrains pas très équipés. Alors, l'autre application évidemment très visible, ce sont les drones. Alors, je dirais que le moteur électrique, c'est quand même sur des petits drones. Bon, petits, pas tout à fait, parce on a des machines qui emportent jusqu'à 100 kg de charge utile, donc environ 200 kg de masse totale, donc, qui sont équipés de moteurs électriques. C'est essentiellement en batterie, mais il y a aussi des drones qui utilisent des fuel cells, donc qui utilisent de l'hydrogène, et des cellules solaires. La réglementation en Europe pour les drones de moins de 25 kg impose d'ailleurs le moteur électrique pour des raisons d'environnement. Alors, le cas un peu particulier, le drone de grande dimension, pas forcément très lourd en masse, mais de grande dimension, c'est les drones haute altitude, type le Zéphyr dont je parlais tout à l'heure, peuvent avoir des envergures de l'ordre de 30 mètres, qui eux sont équipés de cellules solaires. Bon, les raisons principales d'utilisation des drones, c'est améliorer la sécurité et la qualité, ça offre un gain de temps pour certains travaux et ça réduit les coûts. Et puis là, j'ai listé quelques utilisations significatives, donc, qui touchent un peu tous les drones en général, mais donc se rappeler que le moteur électrique sert en ce moment plutôt sur les petits drones. Alors, sur les photos, bon, le drone du haut, c'est un drone qui est équipé d'une pile à combustible produit par Highfly. La photo du milieu, c'est l'Airbus Zephyr. Donc, oui, on voit relativement bien quand même cette espèce de grande voilure qui les rend relativement fragiles. Et pendant la période d'ascension à l'altitude de croisière, à 20 000 mètres, les risques de turbulence sont moindres, mais pendant la montée, qui peut être relativement longue, ça peut prendre 2 heures, ces drones donc, sont relativement fragiles. La photo du bas représente le X-Sun One, qui lui est un drone qui est utilisé à plus basse altitude, comme on peut le voir là, qui est équipé de cellules solaires. Alors pour maximiser la surface en voilure solaire, ils ont une double voilure en tandem. Alors c'est une machine qui doit peser dans les 50 kilos et qui a quand même une autonomie de plusieurs heures, donc très pratique pour, par exemple, de la surveillance maritime. Alors en aviation légère, là aussi, apparaît le moteur électrique. J'ai essayé de le regarder sur comment dirais-je, un magazine allemand qui produit un index tous les ans, qui touche à peu près tous les types de machines utilisées en aviation légère, aviation générale. Et donc, j'ai regardé sur la totalité, par exemple, les ULM 3 axes, on a 8% de machines électriques, les ULM pendulaires 7%, les motoplaneurs ULM 48%, là c'est l'avantage du moteur électrique comme moteur de sustentation. Les avions kit 4%, avions catégorie qui pourraient être certifiés, qui seront en catégorie certifiée, on arrive à 20%. Motoplaneurs en catégorie certifiée 57%, là on retrouve un peu le même type de rationnel qu'il y a pour les motoplaneurs ULM. Par contre, en hélicoptère et autogire, 0%. Alors, cette pénétration, elle est quand même relativement lente. C'est sans doute dû d'une part à l'autonomie limitée, puisque la plupart sont équipés de moteurs électriques et de batteries. Et bon, ça permet 45 minutes de vol, donc ça permet éventuellement de faire une heure d'instruction et ensuite il faut changer les batteries. Donc c'est une des raisons. D'autre part, une autre raison, c'est la disponibilité du réseau électrique. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'aéroport ou l'aérodrome ait une distribution électrique qui permette de recharger les batteries. Sinon, il faut mettre des batteries de réserve. Donc ces deux raisons, peut-être cumulées, font que ça pénètre un peu plus lentement. Alors,
Parmi, peut-être, on peut citer quelques constructeurs. Ampère, ce sont des gens aux États-Unis qui ont modifié un Cessna push-pull pour, comment dirais-je, l'équiper avec des moteurs électriques. Bay Aerospace, que j'avais déjà cité, qui développe un biplace d'entraînement et un quadriplace de voyage. Embraer au Brésil, qui lui a développé un avion agricole à propulsion électrique, qui a pas mal de plusieurs centaines d'heures. Flight Design, qui est un constructeur d'avions légers enfin, qui est basé en Allemagne, qui vient d'être racheté par les Chinois et dont deux des modèles sont équipés de moteurs électriques, sont des gens qui viennent de l'ULM et qui ont développé des machines qui sont certifiées. Bon, il y a Pipistrel, qui est certainement l'un des pionniers dans le domaine. Ils avaient obtenu un prix de la NASA aux alentours de 2010, qui ont développé le Bélis Electro. Il y a un autre avion en cours de développement et ils ont aussi des eVTOL. Donc, c'est une société qui se place bien sur comment dirais-je, le domaine de l'aviation électrique, que ce soit des avions légers, des drones ou des machines à atterrissage ou décollage vertical. Tecnam, un autre fabricant d'avions légers, qui a un contrat avec la Norvège et la compagnie norvégienne Widerøe pour développer un avion à bimoteur, à moteur électrique. Volta Aero, donc ça c'est la société de M. Botti, qui avait donc été chez Airbus, leader chez IFAN, donc qui a continué et qui a développé un Volta Aero Casio dont la capacité peut être de 6 à 9 passagers. Ils ont fait voler là aussi un Cessna push-pull à titre expérimental pour voir comment ça marche et maintenant est en train de développer le véritable avion, le Casio, et a installé une usine à La Rochelle. Donc là aussi, en aviation générale, des développements peut-être relativement lents. Alors, un domaine intéressant, c'est la modification d'avions existants. Parce que l'avantage, c'est une certification plus rapide, parce que comme on garde une grande partie de la cellule de la voilure, on remplace simplement le moteur et l'installation motrice. Ça peut se faire par ce qu'on appelle la STC, Supplemental Type Certificate, qui est une procédure quand même plus simple par rapport à un certificat de type. Et ça permet d'utiliser des machines dont la cellule aurait une bonne durée de vie. C'est ce que fait Mani X, qui est une société australienne, donc qui a converti ce DHC2 Beaver et le Cessna Caravan. Moi, j'avoue que je crois relativement au développement de ce type de machine. Les caravanes, c'est vraiment un cheval de travail, si on peut dire, pour l'aviation de brousse. Donc, pouvoir l'équiper en moteur avec une bonne motorisation électrique pour des raisons environnementales pour être une bonne chose. Alors, ce dont on parle le plus en ce moment quand on parle d'aviation électrique, c'est la mobilité urbaine ou la mobilité régionale. C'est apparu donc aux alentours de 2015-2016. Là, on trouve une grande variété d'avions. Au départ, on se concentrait sur la mobilité urbaine et c'était surtout des avions à décollage et atterrissage vertical, eVTOL en anglais, I pour électrique, Vertical Takeoff and Landing. Mais avec l'idée de développer de l'aviation régionale, c'est-à-dire après tout peut-être desservir des endroits qui sont peu desservis aujourd'hui, des liaisons peu desservies en utilisant des aérodromes qui existent. On a un très très gros, un très très fort réseau d'aérodromes d'aviation générale. Donc, il faudrait bien évidemment équiper, par exemple, au moins pour pouvoir recharger les batteries, et peut-être aussi leur donner des capacités un petit peu de vol en dehors du vol VFR, en utilisant des machines à décollage et atterrissage court. STOL, Short Takeoff and Landing. L'avantage du STOL, c'est que ça consomme moins d'énergie au décollage que l'eVTOL et ça peut aller plus loin. On peut envisager des rayons d'action plus importants. Ou tout simplement des machines qui décolleraient conventionnellement sur des aérodromes conventionnels, CTOL en anglais. Alors, ça a connu un développement absolument fantastique, mais il convient quand même de rester prudent. Il y a 1078 projets de par le monde, à différents stades de développement. Il y en a qui sont de simples, je dirais, photos ou jolies vidéos générées par intelligence artificielle. Alors, il y a néanmoins 380 qui sont à poussée orientable, vector thrust en anglais, donc comme des tilt rotors, c'est soit la voilure qui bascule, soit l'hélice qui bascule, soit le moteur qui bascule. Il y a plusieurs sous-versions, si je puis dire. D'autres qui sont à lift plus squeeze, c'est-à-dire le moteur de propulsion, généralement un moteur de propulsion, il y a une voilure et il y a des moteurs de sustentation qui sont
qui sont séparés. 195. Multirotor, c'est la solution volocoptère 316. Alors, des choses qui relèvent un peu de la machine personnelle, c'est-à-dire des motos volantes ou des machines volantes personnelles, donc des trucs qui sont relativement légers, monoplaces, maximum biplaces, qui seraient, dans certaines d'entre elles, suffisamment légères pour être aux États-Unis pilotées sans licence de pilote, qui relèvent plus, je dirais, du loisir ou du déplacement personnel qu'une activité commerciale. Et enfin, 76 autogires et hélicoptères électriques. Ces chiffres sont tirés de la base de données de la Vertical Flight Society. Vous noterez une différence avec ce que j'ai trouvé pour la version légère, mais là peut-être parce qu'il y a plus de machines expérimentales ou plus de machines plus lourdes et qui ne sont pas forcément à destination de la version générale. Alors ces eVTOL sont généralement pilotés. Il existe, comment dirais-je, sans pilote, mais ils sont généralement pilotés aujourd'hui pour des raisons d'acceptation par le public. Et on pourrait dire une capacité de 2 à 4 passagers, sans compter le pilote. Il y en a au moins deux qui ont des capacités plus importantes, de l'ordre de 40 personnes. Reste à savoir quel sera leur succès. Alors, l'un s'appelle Sora, ils sont basés en Angleterre, et l'autre s'appelle Light, ils sont basés à Hambourg, en Allemagne. Généralement, ces eVTOL sont propulsés par batterie, soit batterie pure, donc avec des rayons d'action limités, soit hybride électrique, quand on s'oriente plus vers l'aviation régionale. Il y en a quelques-uns avec des piles à combustible, mais c'est quand même relativement rare. Donc, l'essentiel, c'est batterie et hybride électrique. Alors, les STOL et les CTOL, donc décollage court ou décollage classique, peuvent emporter jusqu'à 19 passagers. Donc, ce serait de la catégorie qu'on appelle CS-23 ou FAR-23, donc des avions de petite taille. On peut citer Heart Aerospace en Suède, qui va faire ses vols d'essai aux États-Unis. Et puis Elfly en Norvège, qui lui développe un hydravion. En Norvège, il y a beaucoup de lacs et il y a aussi beaucoup de côtes et de ports. Et donc, un hydravion pourrait remplir un rôle de liaison. Donc, aussi, un hydravion à moteur électrique. Alors, voilà quelques exemples de ces machines à atterrissage ou décollage vertical. En haut à droite, on voit dans le coin, on voit le S-30 de Heart Aerospace. Donc c'est un ATR-42 en quelque sorte, un moteur électrique, 4 moteurs électriques, avec les batteries installées, je crois, dans l'arrière du fuselage. Et sinon, vous voyez les grandes variétés de configurations, avec des voilures, pas de voilure. Il y a des solutions avec des rotors comme des hélicoptères. Donc et puis la solution Lilium, qui elle se trouve un petit peu dans le coin droit en bas. Alors, ça, c'est une image que j'ai tirée d'un site qui s'appelle SMG Consulting. Et il y a deux sites utiles si vous voulez un peu vous renseigner sur ce qui se fait. Cet AAM Reality Index qui est fait par SMG Consulting, qui en gros fait une analyse tous les mois du progrès vers l'entrée en service de toutes ces machines, des ventes, du financement qu'ils reçoivent. C'est assez intéressant pour se donner une idée de ceux qui ont une bonne chance de réussir. Et puis alors, ben, vous avez le dictionnaire de eVTOL News, donc de la Vertical Flight Society, qui contient les 1078, avec leurs caractéristiques, une petite histoire, comment dirais-je, un petit résumé de leur développement. Alors, en ce qui concerne donc, quelques chiffres peut-être, il faut bien voir que ces eVTOL entrés en service après certification prend 5 ans. L'avion léger, ça en prend 3, un avion lourd, ça en prend 5, classique, j'entends. Mais là, bon, c'est des machines un peu plus compliquées, avec des sociétés aussi moins expérimentées, pourrait-on dire. Donc ça prend du temps et ça coûte relativement cher. Hein. Ça a été estimé par certains à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc pour les investisseurs, ils commencent un peu à se poser des questions, parce que ça veut dire un retour sur investissement relativement lent. Et ça quand même consomme beaucoup d'argent. Par exemple, Joby, qui est l'une des sociétés en pointe en ce moment, l'année dernière a dû dépenser 400 millions dans ses activités de développement oblique certification. Alors, une première machine a été certifiée en Chine, c'est Ehang, et entre en service provisoirement, progressivement. Pardon. Alors pour les autres, donc en Europe, États-Unis,
Première date d'entrée en service 2025-2026, peut-être d'ailleurs aux Émirats arabes unis, en fait. Et il y a 27 modèles qui sont donc évalués par SMG Consulting, qui ont une bonne chance d'aboutir entre 2025 et 2030. Parmi elles, une société française qui s'appelle Ascend Technologies, et donc qui vous sera présentée, si je ne m'abuse, la semaine prochaine. Alors, il y a eu beaucoup de ventes, enfin, ventes, options, lettres d'intention. Il faut être un petit peu prudent parce que ça ne veut pas dire que toutes sont des ventes fermes. Mais si on regroupe ces 27 modèles, il y en aurait 17 850 qui auraient été vendus ou achetés en option où il y a une lettre d'intention. Donc, ce n'est pas un chiffre négligeable. Combien se réaliseront ça demeure quand même à voir. Bon, quels sont les défis, en fait? Ben, c'est les coûts. Quel est le coût, par exemple, à l'heure de vol de ce type de machine? euh, Volocopter, lorsqu'il pensait voler à Paris pour les Jeux Olympiques, avait dit le prix du billet 110 euros par personne. Ça représentait, je pense, en gros, une demi-heure de vol. J'avais fait un petit calcul. Moi, j'habite à une distance d'environ une demi-heure de l'aéroport de Cologne par taxi. Bon, ça coûte 55 euros. Je ne sais pas si je mettrais 110 euros pour voyager. Question qu'on peut toujours se poser. Qui utilisera ces machines? Bon, le financement peut se réduire un peu. Bon, l'argent est moins facile maintenant qu'il ne l'a été. Et puis, les investisseurs voient que le retour sur investissement, ben, c'est quand même sur des années. Autre problème, l'infrastructure. Où est-ce qu'on se pose? Où est-ce qu'on va? Euh, et puis, ben, l'acceptation par le public, en particulier le public survolé, est certainement un point important. Je vous ai mis quelques photos. Donc, en haut à gauche, c'est le Joby avec donc ses rotors basculants, rotors ou hélices basculantes. En haut à droite, c'est le Heyhang qui est donc certifié avec cette configuration qui rend un peu inconfortable avec ses hélices qui tournent à hauteur des jambes pour rentrer. Bon, on espère qu'elles sont arrêtées, qu'il n'y aura pas de démarrage intempestif. Et en bas, c'est le Lilium, donc qui lui utilisait des petites turbines qui sont orientables. Bon, le Lilium a des difficultés, et vous en avez sûrement entendu parler, mais on espère, ils ont été repris, et donc on peut espérer que ça continue. Alors d'autres utilisations peut-être moins connues, par exemple sur hélicoptère, moteur d'appoint, pour allonger, si je puis dire, l'autorotation. C'est-à-dire quand le moteur s'arrête, par exemple, sur un monomoteur, ben, on continue en autorotation, qui est un exercice un peu difficile. Donc si on avait un petit moteur d'appoint qui fournirait encore un peu de puissance au rotor pour une durée limitée, ça faciliterait cette rotation et permettrait peut-être de choisir un endroit meilleur. Alors, j'avais vu à European Rotor en 2021 une société italienne qui s'appelle Conner Helicopter, qui avait un hélicoptère ULM, donc de petite masse, et donc qui était équipé de ce type, donc l'hélicoptère lui-même et le moteur. Et alors Airbus Hélicoptère avait aussi regardé la chose en 2011, mais je ne sais pas s'ils ont vraiment donné suite. Mais je trouvais que c'était une utilisation astucieuse, si je puis dire. Et puis enfin, ben, n'oublions pas aussi l'électrification des véhicules d'aérodrome, comme on électrifie aujourd'hui les véhicules dans les villes, les autobus, les camions de pompiers, les tracteurs d'avion, on peut imaginer des tas de choses, donc qui seraient aussi une application comment dirais-je, de l'électricité. Alors, un petit mot de la réglementation. Bon, la réglementation drone a été publiée par la Commission, trois catégories, ouvertes, spécifiques et certifiées, selon les risques de l'exploitation. On a aussi développé quelque chose pour la gestion du trafic des drones. Bon, cette réglementation n'est pas spécifique à l'électricité, mais bon, l'aspect électrique est couvert au travers de cette réglementation. Pour les évitols pilotés, l'agence a développé des conditions spéciales pour la certification des aéronefs et aussi la certification des moteurs. Donc, si vous voulez, on sait aujourd'hui certifier un eVTOL et son moteur. Euh, donc, et on espère que Volocopter, par exemple, obtiendra sa certification cette année. L'ESA a aussi développé des spécifications pour le bruit. Donc, bien que le bruit soit faible, il y a des problèmes peut-être de fréquence qui fait que certains de ces bruits peuvent être désagréables. Et puis, un règlement pour les opérations, les licences et les règles de l'air a été adopté par la Commission. On est pas mal armé pour comment dirais-je, accompagner le développement.
Donc, vous trouvez également l'information pour le site qui est indiqué là. Alors, quels sont peut-être quelques défis techniques du point de vue électrique? Il y a pas mal d'autres défis techniques en ce qui concerne en particulier la mobilité urbaine, la mobilité régionale. Bon, pour les mobilités urbaines, le gros problème, pour l'électricité, le gros problème, c'est les batteries et leur énergie spécifique. Aujourd'hui, 250 Wh par kilo. On peut peut-être espérer 500 Wh dans 2, 3 ans, vers la fin de la décennie, ce qui changerait sans doute tout, ou beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le seul souci sur les batteries. Il y a aussi la durée de vie. Combien de temps va durer une batterie? Il y aura aussi les temps de recharge. Combien de temps on prend pour recharger une batterie? Donc il y a beaucoup de paramètres importants pour les batteries. Donc là aussi, beaucoup de recherches. Et ce que je vous ai montré là, le petit dessin, c'est la feuille de route de l'Union européenne pour les batteries, donc à objectif 2030. Donc l'Union européenne, c'est comment dirais-je, c'est positionné pour pouvoir développer des batteries performantes. En gros problème des batteries, c'est évidemment des batteries au lithium, c'est le feu qui se combat avec des moyens qui ne sont pas les moyens habituels. Alors pour ça, on peut avoir comment dirais-je, des détecteurs qui détectent des dégradations de la batterie. On peut avoir des systèmes pour bloquer la propagation du feu. Donc il y a des systèmes de gestion qui permettent de limiter les dommages du feu, mais ce risque existe et peut être assez spectaculaire. D'autres soucis, c'est la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup de batteries, par exemple, sont produites en Chine. Et dépendant de la situation et de nos relations avec les Chinois, on peut avoir peut-être des difficultés de chaîne d'approvisionnement. Donc, ce qui aussi explique qu'en Europe, on se soit fait cette feuille de route 2030. Et puis, enfin, le recyclage. En réseau électrique, il y a à la fois la disponibilité et la capacité. Bon, par exemple, tous nos aérodromes ne sont pas forcément équipés d'un réseau électrique puissant, peut-être pour alimenter comment dirais-je, les locaux du club, mais pas beaucoup plus. Et puis, bon, bah, la capacité, quelle puissance électrique peut fournir ce, ce réseau électrique. Pour l'hydrogène, bah, il y a les problèmes de production. L'hydrogène est différent. Si on produit de l'hydrogène en utilisant du charbon, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Il faut peut-être trouver des solutions plus environnementales. Comment distribuer l'hydrogène, comment aussi installer de l'hydrogène sur les aérodromes. Et puis, bon, le problème de l'installation à bord, qui pose à la fois donc des problèmes de place, des problèmes si on veut, sous pression, problèmes cryogéniques. Enfin, il y a pas mal de soucis quant à l'installation de l'hydrogène à bord des avions. Donc là aussi, il y a quelques défis à relever. Alors, quel peut être le futur? Alors, j'ai regardé beaucoup de choses. Alors, généralement, les études sont plutôt optimistes en ce qui concerne l'aviation électrique, avec des développements avec des chiffres variables. Ça va de 6% à 19% dans les années qui viennent. Donc, mais un développement. Les endroits principaux de développement seraient les États-Unis, qui est peut-être le marché principal aujourd'hui, mais le marché asiatique, en particulier la Chine, avec ce qu'ils ont appelé l'économie de basse altitude, qui se développe très fort, avec le Japon aussi, la Corée, et puis l'Europe. Alors là, j'ai choisi de prendre la vision de la Commission européenne pour les drones et la mobilité aérienne. Donc, ils pensent, si vous voulez, qu'on pourrait commencer dans les années en 2030, on commencera à avoir des services de transport réguliers, donc un certain optimisme là. Les drones seront bien en place, c'est ce qu'on peut dire. Et enfin, ben, l'Urban Air Mobility sera intégré avec d'autres modes de transport. Donc la Commission est relativement optimiste. Elle a écrit ça dans sa stratégie 2.0 pour les drones. Et, euh, et donc essaie de mettre en place un certain nombre d'actions et de soutien pour que ça ait lieu. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention et les commentaires et les questions sont les bienvenus. J'ai voulu vous fournir un panorama sans rentrer trop dans les détails. Merci en tout cas et je suis prêt à prendre les questions. Alors, on a une question de Serge. Ben, Serge, est-ce que tu veux prendre la parole en direct? Ça sera plus sympa si tu peux ouvrir ton micro. Voilà. Bonjour Yves, Serge Alexandre. Je voulais savoir si la configuration avec propulsion électrique d'origine solaire
Mais sur des dirigeables, peut-être a été envisagé ou pourrait être envisagé dans le futur. Parce que dans ce cas-là, on n'assure pas la sustentation, on n'assure que la propulsion. Et en plus, le dirigeable ayant une grosse surface, on pourrait y installer des panneaux photovoltaïques. Alors, ça a été envisagé, oui, tout à fait. Merci pour cette question. Ça a été envisagé. J'avoue que il n'y a plus beaucoup d'informations qui filtrent, mais à une époque, Thales, avec Alenia, avait développé quelque chose qui s'appelle le Stratobus, qui était un dirigeable destiné à voler à une altitude de 20 000 mètres et au-dessus, et qui fonctionnait avec des cellules solaires sur les, comment dirais-je, les parois du, si on peut dire, si je puis dire, sur l'enveloppe, voilà, du dirigeable. Donc ça avait été conçu pour, en gros, voler pendant plusieurs semaines et ne redescendre en quelque sorte, comme c'était inhabité, ne redescendre que pour des besoins de maintenance importants. Donc oui, ça a été envisagé. Pour plus basse altitude, ça, je ne sais pas. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer pour une question? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Oui, bonjour, j'avais une question aussi à vous poser. Ouais. Donc déjà, merci beaucoup pour la présentation. Donc c'était super intéressant. Donc j'avais juste une question sur le volet futur de votre présentation, donc notamment le volet décarbonation. Donc ma compréhension des enjeux, c'est que les carburants d'aviation durable vont constituer la principale technologie à court et à moyen terme, en tout cas pour décarboner le secteur, puisqu'il faudra encore beaucoup de temps justement pour développer ces avions hydrogène ou électriques. Et donc, ma question, c'est plus sur le long terme. Donc, je voulais savoir si l'on envisage que l'électrique, donc au sens pur du terme, comme vous l'évoquez, sera déployé plus rapidement que les avions à hydrogène, donc les piles à combustible hydrogène, propulsion hydrogène. Et est-ce que c'est possible que les deux pourraient coexister ensemble, ou il faut imaginer un scénario où il y en aurait un qui finirait par prévaloir? Ben, je pense, je pense que, merci pour la question, je pense que, euh, à mon avis, il y aura, les deux scénarios vont avoir vont avoir lieu ensemble. Je m'explique. Euh, enfin, une solution électrique ou électrique hybride demeurera quand même relativement lourde, donc risque d'être assez limitée à des machines de petite taille. Par contre, l'hydrogène et la propulsion directe par hydrogène, c'est-à-dire en utilisant de l'hydrogène dans des réacteurs, dans des turbofans classiques, serait plus facilement transposable sur des grands avions. Donc il est sans doute possible que les deux coexistent dans le futur. Moi, je pense qu'on continuera à avoir des petites machines à batterie hybrides, type eVTOL, type Cessna Caravan modifié ou des versions, comment dirais-je, des petits monomoteurs ou bimoteurs d'aviation légère. On les verra à propulsion électrique, peut-être plus rapidement d'ailleurs que l'hydrogène. Ça marche, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? N'hésitez pas, ouvrez vos micros, c'est le moment de partager. Oui, j'en ai une, Camille Poste pour Yves. Euh, au niveau de l'agence, du coup, comment ça se passe pour la certification? Est-ce que il y a une équipe qui est dédiée ou finalement ils se répartissent en termes de certifs voilà, pour tout petit appareil, ça reste en catégorie d'appareil. Alors, merci pour la question. Alors, bon, je suis plus à l'agence, mais j'essaye de me tenir au courant quand même. Euh, le- Elle s'est réorganisée très récemment, au 1er janvier de cette année, et a créé en fait sous la direction certification, un département qui s'appelle Innovative Air Mobility, en anglais, donc mobilité aérienne innovante, et qui traiterait à la fois, qui aurait un département policy, donc qui traiterait de la, comment dirais-je, de tout ce qui est réglementation applicable à ces machines électriques, et qui traiterait de la certification en deux sections séparées,
des UAS et des eVTOL. Alors, ce que je ne sais pas, c'est où on mettrait les petits avions. Ça, c'est pas encore très clair pour moi. Il faut peut-être que je pose la question. Mais apparemment, donc, il y a eu une volonté de regrouper tout ce qui était électrique au sein d'un département, du département qui est dans la direction certification aujourd'hui. Alors qu'auparavant, les eVTOL étaient dans l'aviation générale en certification et les drones aussi. Et par contre, la policy était faite au niveau du bureau du directeur exécutif. Donc il y a eu un changement là. Mais bon, j'ai simplement lu, c'est publié c'est publié au website de l'agence sur l'organigramme. Vous verrez comment c'est organisé. Il y a pas grand-chose de plus. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre pour une question? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, bonsoir. Une question concernant la certification. Quels sont les principaux freins pour certifier ce type de drone? Quels sont les principaux écueils en fait, qui vont empêcher d'avoir une certification rapide? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, bon, moi j'y verrais, donc en particulier pour les évitols, il y a ceux qui se poseraient en ville, il y a un niveau de sécurité relativement élevé qui est demandé, puisqu'on demande le 10-9 par heure de vol pour l'événement catastrophique. Donc c'est quand même une demande assez forte. Bon, la raison, c'est qu'on imagine qu'il y aura beaucoup de vols au-dessus d'agglomérations avec sans doute pas la possibilité de se poser. Donc il faut, en urgence, donc il faut trouver une solution robuste. Donc ça, c'est sûrement l'un des éléments. L'autre élément, c'est aussi l'assertif des batteries, comment dirais-je, de lutter contre, comment assurer qu'il n'y aura pas de propagation d'incendie. Il y aura aussi, je pense, le crashworthiness, comment se comportent un peu ces cellules en cas, en cas d'accident. Voilà quelques idées. Alors peut-être aussi une raison qui fait que ça prend du temps, c'est que bah, pas mal de ces compagnies n'ont pas forcément beaucoup d'expérience encore dans le domaine aéronautique et dans le domaine de la certification. Donc ça peut être aussi une des raisons. Voilà, quelques idées. Merci. Merci Yves. Une autre question, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Quelqu'un se lance? Oui, Yves, peut-être vous avez quelque chose à rajouter par rapport à toutes ces questions. Non, j'ai pas de, j'ai rien Ah, qui on, me on vient a en tête. on a une question de Denis dans le chat. Quelle est la place de petites turbines actuellement développées pour des ULM? Ah, alors c'est une question intéressante, effectivement. Il y a des petites turbines qui sont aussi développées pour des avions légers. Bon, c'est une solution intéressante, parce que bon, c'est quand même plus simple qu'un moteur à piston. Vous vous rappelez que les moteurs à piston utilisés en aviation générale sont sans doute plus vieux que la plupart d'entre nous en termes de conception. Donc, une turbine, Vous n'avez plus de son apparemment. Oui, son micro est coupé. Oui, vous devez réactiver votre son. Nous aurons la réponse à la question dans 2 petites secondes, du coup. Comme Yves était connecté sur 2 appareils à la fois, il y a dû avoir un petit bug.
Alors j'en profite pour répondre à Normand. Merci beaucoup pour cette présentation. Je dois filer. Merci, merci Normand. Je ne sais pas quel est votre prénom, mais merci Normand. Je, me- je Ah, ça suis. y est, il est Est-ce que vous revenu. entendez? C'est bon, on vous entend. Alors, donc je reprends. Donc oui, il me semble que la turbine, c'est une idée intéressante. Ces turbines sont intéressantes parce que, d'une part, elles sont sans doute de conception plus moderne que les moteurs d'avion utilisés dans l'aviation générale, dont la conception remonte aux années 40 ou 50 pour pas mal d'entre eux. Euh, c'est aussi elles sont plus, comment dirais-je, la turbine est quand même quelque chose de plus simple mécaniquement qu'un moteur à piston. Et puis la turbine aurait le gros avantage de pouvoir utiliser du carburant SAF, donc du carburant qui contribue à la protection de l'environnement. C'est pas électrique, hein, et ça me paraît une assez bonne idée. Ou alors on met cette turbine alors les installations que j'ai vues pour l'instant sont des turbines, c'est le mode de propulsion principal. On pourrait aussi peut-être imaginer utiliser ces petites turbines pour de la, comment dirais-je, de la propulsion électrique hybride. C'est très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il nous reste une petite minute Bonsoir. encore. Oui. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie, monsieur, pour cette présentation. Alors, on est tous d'accord que la recherche scientifique constitue un pilier fondamental dans le développement. Ma question est, quel rôle l'IA peut-elle jouer pour accélérer ce développement et la réalisation de nos objectifs dans ce domaine? Merci. Alors, les, les actions qu'on peut prendre pour accélérer, évidemment, d'essayer autant que faire se peut de faciliter l'innovation, peut-être de réduire un peu la bureaucratie qui existe non seulement en aviation, mais en Europe en général. Donc là, ce serait une première action. Euh, je- on peut aussi imaginer un meilleur soutien à la recherche. Bon, c'est toujours des solutions classiques. Moi, je pense qu'on peut aussi utiliser des choses. Bon, il existe. Enfin, je les connais un peu en France. Bon, il y a des moyens de recherche au niveau des possibilités de recherche au niveau européen. Faut pas perdre de vue. Il y a aussi des possibilités de recherche pour la décarbonation. Il y a un programme de décarbonation en France qui est géré, si je ne m'abuse, par la Banque pour l'investissement. Donc là aussi, il y a des gens qui ont des financements, qui peuvent financer du développement, qui peuvent financer des premières usines, peut-être se rapprocher d'eux de manière action pratique. Autre action pratique, c'est aussi de se mettre en liaison avec ce qu'on appelle les clusters. Je connais bien le cluster Aquitaine parce que il est géré par un bon copain pour ce qui concerne les drones. Et donc, des endroits qui aident les gens, d'une part, à trouver les financements, les guident un peu dans le maquis réglementaire. Donc, il y a, ça serait peut-être là, plus dans le domaine plus pratique, si vous voulez, pour quelqu'un, comment démarrer et comment trouver des solutions. Alors après, au niveau plus politique, plus général, augmenter la recherche, faciliter l'innovation. Il y a sans doute de bonnes idées dans ce fameux rapport Draghi qui a été publié en fin d'année 2024. Bon, c'est une réponse un peu générale. Euh, je peux essayer de la développer un peu plus par écrit si vous voulez. J'ai laissé mon adresse à la fin de cette présentation. Si vous voulez me contacter, je peux essayer de vous donner un peu plus de renseignements. Merci beaucoup. Alors, dans le chat, on a quelques remerciements de Philippe, de Vincent, de Serge. Merci à vous d'être présents aussi. Fasné rajoute aussi merci beaucoup pour cette intéressante présentation. Donc, est-ce que quelqu'un a une dernière question? Sinon, on va clôturer ce webinaire. Donc, on laisse une dernière chance. Allez-y. Non?
Sinon, donc, vous avez l'adresse, effectivement, l'adresse mail de d'Yves qui s'affiche. Ce webinaire est enregistré aussi, donc on va pouvoir proposer le replay sur la chaîne YouTube d'ENAC Alumni, si vous en avez raté un morceau ou le début peut-être. Et si vous voulez le partager aussi, évidemment, vous pourrez le faire. Donc, merci Yves d'avoir animé ce webinaire pour tout le monde. Merci à tous les participants et participantes de ce soir. Claude rajoute bravo pour cette synthèse. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à toutes. Et merci Yves encore. Ben, si je peux avoir un dernier mot, donc merci à tous pour m'avoir écouté, pour m'avoir posé des questions. Merci à Estelle pour avoir organisé et accepté cette proposition. Ton soutien, Estelle, était excellent du début jusqu'à la fin. Merci. De rien, merci Yves. Eh bien, bonne soirée à tous et puis à très bientôt. Et puis rendez-vous mardi prochain pour ceux qui pourront être là en présentiel ou en visio pour la suite du coup sur ce sujet d'aviation électrique. À bientôt, bonne soirée.